Je propose de commencer, puisqu'il est l'heure. Alors, une fois n'est pas coutume, ce soir nous recevons un duo. Bien. Je commençais par Sandra Logier. Sandra Logier qui connaît bien puisqu'elle a enseigné pendant je ne sais pas combien d'années, mais de plusieurs années, de longues années, à l'université Jules Verne, Picardie Jules Verne d'Amiens. Bien. Et maintenant, Sandra Logier enseigne à l'université Paris 1 Sorbonne. Voilà. Alors, elle est connue pour des travaux qu'elle a pu écrire sur le Caire, sur le genre, mais également sur des notions, dont nous parlerons tout à l'heure, de démocratie radicale. Bon. À ses côtés, il y a donc Albert Augien qui est sociologue. J'ai oublié de préciser que Sandra Logier était philosophe, sociologue. Bien, il est directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est également d'ailleurs membre du centre d'études des mouvements sociaux. Alors, là, oui, je précise aussi, peut-être on aura l'occasion d'en parler après, mais qu'il représente une sociologie critique qu'il situe, alors cette fois-ci je ne vais pas faire un lapsus que je l'avais fait la dernière fois, dans le courant de l'ethnométhodologie. Peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, la raison de leur présence ici ensemble est toute simple, c'est qu'ils ont coécrit trois ouvrages. Le premier, c'est Pourquoi désobéir en démocratie, bien, en 2011. Ensuite, Le principe démocratie, enquête sur les nouvelles formes du politique. Et enfin, c'est sans doute la raison, bien sûr, de leur présence ici, l'antidémocratie, où effectivement il est question, on parle beaucoup, de la notion de populisme. Et c'est bien sûr ce qui nous a incité à inviter Sandra Logier et Albert Augien ce soir. Bon, effectivement, je vais poser trois questions, si vous voulez. Le mot populisme est un mot qui est de plus en plus employé. Il suffit d'ouvrir la radio, de lire les journaux, de lire des discours politiques. Bien, et ce mot, je dirais que la fréquence de son utilisation est un peu proportionnelle à sa généralité, c'est-à-dire un peu aussi à son caractère un peu vide. Effectivement, il sert à désigner des choses, des mouvements qui sont extrêmement divers, voire différents, voire opposés. En France, bien entendu, le Front National est caractérisé et souvent taxé de populisme, mais aussi la France insoumise, mais aussi des mouvements sociaux sont assez vite caractérisés comme étant maintenant populistes. Mais de même au niveau international, nous savons que certains mouvements d'Europe centrale, des mouvements xénophobes, nationalistes, je pense à la Hongrie, à la Pologne, on les caractérise comme étant, bien sûr, populistes. Bon, de même, on a parlé d'un populisme au moment du Brexit, on a parlé de populisme au moment de l'élection de Trump, mais également on a parlé de populisme au sujet de Syriza, bien, en Grèce, vous savez, on a parlé également de populisme, bien, concernant Podemos, en Espagne. Vous voyez bien que ce mot semble un peu recouvrir des choses tellement diverses qu'on se demande même s'il a un sens. Même se poser la question de savoir si on peut lui donner un véritable objet, n'est-ce pas un mot un peu creux, si vous voulez. Faut-il même, encore, question qu'on peut poser, utiliser ce mot? Bien, mais deuxième chose, il y a quand même un point commun dans toutes ces utilisations, c'est que le mot est toujours utilisé d'un point de vue péjoratif où il s'agit de délégitimer les mouvements qui effectivement sont caractérisés comme étant populistes. Bon, alors on peut justement se poser la question, ne s'agit-il pas là peut-être, je dirais, d'un symptôme
Bien, c'est-à-dire que j'emploie le terme d'ailleurs dans un sens un peu, tout à l'heure on en a parlé, quasi freudien, je veux dire par là un symptôme, c'est qu'il manifeste quelque chose, vous voyez bien, mais en même temps, il sert effectivement à masquer autre chose, il refoule, il dissimule, et peut-être ce qui est dissimulé, une question que je pose, c'est peut-être effectivement une crise de notre société, une crise du fonctionnement démocratique de notre société. Et peut-être, dans le fond, que le mot est utilisé pour éviter, n'est-ce pas, de mettre en question une certaine forme qui semble un peu faire consensus, mais qu'on évite, n'est-ce pas, de mettre disons, en discussion. Je parlerai surtout ici, bien sûr, peut-être vous l'avez deviné, à ce qu'on appelle la démocratie représentative. Est-ce que certains mouvements ne mettent pas en question cette démocratie représentative? Bon, voilà une deuxième question, si vous voulez. Troisième question, et je m'arrêterai là, vous voyez bien, c'est que j'ai dit qu'il y avait un usage, le mot est souvent utilisé en mauvaise part. Bien, c'est souvent, quand on dit populisme, automatiquement, c'est effectivement négatif. La réaction, c'est cela. Cependant, et je parle à Amiens, nous connaissons effectivement des politiques qui ont cependant, qui se revendiquent comme étant effectivement populistes. À Amiens, peut-être certains dans cette salle ont-ils entendu, eh bien François Périn se revendique populiste. Question qu'on peut poser, peut-il y avoir, alors je vais dire un peu, bien sûr c'est un jugement de valeur là, puisqu'il s'agit d'un personnage, hein, bien un bon populisme, peut-il y avoir, donc il faut discuter tout cela, peut-il y avoir, on peut se poser la question, un populisme de gauche? Y a-t-il effectivement un populisme de gauche? Ce qui suppose, soit dit en passant, eh bien qu'on sache à ce moment-là ce que c'est qu'une politique de gauche, bien qu'on en débute, et bien entendu qu'on l'oppose, qu'on la distingue à une politique de droite, hein, parce qu'il ne s'agit pas, ça va de soi, n'est-ce pas, ça va de soi. Bien. Alors, voilà quelles sont les trois questions, vous voyez bien, que je me contente de poser afin, n'est-ce pas, eh bien, d'abord, bien sûr, de donner la parole à nos deux ici intervenants, Sandra Laugier et Albert Augien, et ensuite, bien entendu, vous savez bien que les conférences sont toujours suivies d'un débat de questions, et j'espère qu'il y aura des questions, puisque ce terme populisme est quand même un terme qui pose justement lui-même beaucoup de questions. Alors je ne sais pas qui prend la parole, souhaite prendre la parole en premier, Sandra ou bien Albert, je ne sais pas, peut-être Sandra? J'ai demandé à Albert en effet la permission de dire quelques mots d'abord, même si c'est lui qui va avoir le premier développement sur le populisme, simplement pour vous indiquer à quel point nous sommes heureux, particulièrement honorés d'être invités à cette université populaire. Je remercie beaucoup Francis Paul, qui est une vieille connaissance, hein, que j'ai connue dès, mais bien qu'il soit jeune, c'est une vieille connaissance, puis nous sommes très jeunes tous les deux. Et donc, j'ai connu dès mes premières années. Il faut que je parle plus dans le micro, oui, c'est vrai, voilà. Oui, il était un peu loin, je sais pas si. Oui, donc, comme j'indiquais, je connais Francis depuis longtemps et c'est un grand plaisir de le retrouver. Et puis de retrouver Amiens, puisque c'est une ville à laquelle je suis très attachée. J'ai enseigné à l'université de Picardie et je retrouve quelques collègues ici. Je suis très contente de les voir donc pendant 12 ans. C'est vraiment là aussi que j'ai commencé à réfléchir sur ces questions politiques et de démocratie. Au départ, j'étais philosophe de la connaissance et du langage, mais j'ai commencé à travailler d'abord au sein de la faculté de philosophie, sciences humaines et sociales avec des collègues, par exemple en sciences de l'éducation et en sociologie, et je crois que ça a été très, très important pour moi. J'ai ensuite travaillé au centre de recherche qui s'appelle le CURAP. D'ailleurs, je suis revenue l'an dernier à Amiens aussi pour célébrer les 40 ans du CURAP, et là aussi j'ai commencé à comprendre que des questions philosophiques un peu générales, comme celle de la démocratie, du populisme, ne pouvaient pas être traitées d'un pur point de vue philosophique et nécessitaient ce qu'on appelle des enquêtes, alors qui peuvent être des enquêtes philosophiques, puisque l'enquête, c'est aussi simplement d'examiner les situations
où nous sommes, mais en tout cas qui m'ont vraiment permis de travailler de façon interdisciplinaire et entre philosophes, sociologues, donc politistes, et je crois que pour ces questions-là, c'est vraiment tout à fait crucial. Alors c'est à partir de ces échanges que j'avais commencé d'abord à travailler sur cette question du rapport entre l'ordinaire et le politique, ou comme aussi Francis l'a rappelé, j'ai travaillé sur l'éthique du care, qui était aussi quelque chose qui était à l'interface donc de l'éthique, de la sociologie morale, de la politique, et c'est quelque chose que j'ai vraiment développé à l'époque à Amiens, donc c'est aussi quelque chose qui est très important. Et par ailleurs, donc j'ai commencé aussi à réfléchir sur ces questions de démocratie. Et là, c'est vraiment un travail avec Albert, mais Albert lui aussi était venu de nombreuses fois à Amiens, puisqu'on avait commencé aussi à réfléchir à ces relations entre l'ordinaire, le politique, le sens commun. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est vraiment le résultat d'un itinéraire en commun et qui a vraiment commencé à Amiens, également d'ailleurs à Compiègne. On avait des échanges aussi avec des collègues de Castel, donc c'est particulièrement important. Par ailleurs, c'est vrai que ce cadre de l'université populaire, alors là pour nous qui nous intéressons au populaire et au populisme, c'est bien sûr un grand honneur et très intéressant. Pour ma part, évidemment, je suis ce programme de loin depuis un moment et je suis très contente de pouvoir y participer. Donc nous avions commencé, donc là, cet ouvrage que Francis nous a présenté, et le troisième d'une série d'ouvrages. Je ne sais pas si c'est une trilogie, ce qui voudrait dire que c'est terminé, mais c'est pas sûr. Peut-être une tétralogie, mais c'est un peu banal. Trilogie, c'est peut-être mieux. En tout cas, on avait commencé avec un ouvrage sur la désobéissance civile, puisque c'est vrai que ça nous intéressait, ces mouvements de désobéissance à la loi établie qui pourtant étaient des mouvements qui se fondaient sur la justice et qui défendaient la démocratie. Donc le premier livre, c'était « Pourquoi désobéir en démocratie ?» avec cette question qui portait sur la démocratie et sur comment en fait la désobéissance, qui ressemblait peut-être à quelque chose d'un peu à la marge, était peut-être quelque chose de fondateur pour la démocratie. J'insiste sur cette démarche puisque c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire en fait dans tous nos livres, puisque dans le deuxième, qui s'appelle « Le principe démocratie », là je l'ai apporté tout à l'heure, donc on s'intéressait à tout ce qui s'est passé dans les années 2011-12, donc entre le premier et le second livre, c'est-à-dire les mouvements d'occupation, donc Occupy Wall Street, mais d'autres mouvements qui ont eu lieu partout en Europe, et pas seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier, et bien sûr le printemps arabe, c'est-à-dire à des caractéristiques de ces mouvements qui permettaient d'en faire aussi un modèle de fonctionnement démocratique. Donc vous voyez, dans ces deux cas, ce qui nous a intéressés, c'est vraiment la façon dont l'action citoyenne, individuelle ou collective, en tout cas non organisée de l'extérieur, spontanée, autonome, était en fait la source, vraiment la véritable source aujourd'hui de pensée politique. C'est pour vous dire qu'on est un peu, originaux dans le système de la réflexion politique, puisqu'elle reste souvent assez, disons, réservée aux théoriciens qui vont expliquer comment le peuple se comporte ou devrait se comporter. Et nous, on a une approche qui est vraiment pragmatiste. C'est inspiré d'un penseur qui s'appelle Dewey, c'est aussi inspiré de Wittgenstein, donc ces auteurs qu'on partage, qui considèrent donc que finalement c'est à partir de la pratique que va s'organiser la théorie. Et donc à partir de là, c'est ces actions spontanées citoyennes, la désobéissance, les mouvements d'occupation qui nous servent en fait de modèle
pour penser le politique. Donc évidemment, c'est pas du tout évident d'arriver à reconstruire une pensée politique à partir de ça, mais c'est ce qu'on continue à faire. Et le dernier livre est aussi dans cette mouvance-là de réflexion sur comment ancrer dans la compétence des citoyens une réflexion politique et comment aussi, alors pas seulement une réflexion en théorie, mais aussi comment est-ce que l'on peut donc redonner le pouvoir aux citoyens. Et donc si ça s'appelle antidémocratie, c'est pas du tout un manifeste antidémocratique, hein, j'espère que vous l'avez bien compris, mais c'est qu'on analyse en fait, excuse-moi cette chaise n'est pas adaptée, donc je vais essayer, quand tu parleras je vais essayer de la régler. Donc c'est un livre qui analyse les formes d'antidémocratie, c'est-à-dire qui analyse les façons dont même nous, hein, d'ailleurs, même des personnes qui se considèrent comme très mobilisées, très à gauche, peuvent être en réalité réticentes par rapport à des formes radicales de démocratie, par rapport au fait de donner vraiment pouvoir aux citoyens, de leur faire confiance. Donc on s'est aperçu qu'il y avait des formes d'antidémocratie qui émergeaient un peu partout. Donc c'est cela, en fait, l'objet du livre. Et c'est aussi un livre qui s'enracine, du coup, dans cette question du populisme. Alors, c'est pour ça que dans une université populaire, pour parler de cela, c'est évidemment très important, puisque, de fait, le populisme est très souvent utilisé de façon négative, alors que le populaire a, dans beaucoup de circonstances, une connotation positive, mais peut-être que parfois elle ne l'a pas. Donc c'est ce rapport, en fait, des deux termes qui m'avait intéressé, moi, comme philosophe du langage, et on a commencé à réfléchir, en fait, sur cette question du populisme, hein, puisqu'il y avait tout un débat, une façon donc de déconsidérer le populisme, hein. Francis a commencé à l'expliquer extrêmement bien, et donc c'est à partir de là qu'on a développé dans Antidémocratie, d'une part, donc, une critique des critiques du populisme, d'autre part peut-être une critique du populisme de gauche, en tout cas de l'idée que la solution pour sauver le populisme serait un populisme de gauche. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de discussions là-dessus, et d'ailleurs on est très, très honoré d'être dans la patrie de François Ruffin, hein. J'ai toujours été une fan, et toi aussi, je sais pas, aussi je pense, enfin, en tout cas, c'est très bien. Et du coup, je pense qu'on pourra aussi avoir une discussion là-dessus, mais d'abord, je donne la parole à Albert qui va parler des usages politiques, d'abord du terme populisme. Après, je reprends la parole. Oui, alors, je te laisse régler ta chaise. Bon, alors, Sandra m'a épargné les remerciements, mais je vais quand même rajouter les remerciements, mes remerciements propres à cette invitation. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus près du micro? Plus près du micro. Oui, non, mais tu m'as donné, je sais pas, moi je pense. Donc voilà, donc j'ajoute les remerciements à ceux de Sandra. Je vais juste rajouter un petit mot à ce que Sandra a dit concernant disons, la genèse ou l'origine des livres qu'on écrit. Donc, comme elle l'a expliqué, ce qui nous rapproche, moi en tant que sociologue et en tant que philosophe, c'est une démarche qui part des pratiques et qui n'essaie pas d'imposer un cadre théorique qu'on aurait construit a priori sur des pratiques, mais partir des pratiques et voir quel type de théorie ou quel type de conception plus générale on peut tirer de l'observation des choses que nous voyons. Donc comme elle l'a dit, notre travail commun a commencé, enfin notre travail commun sur la question de la démocratie ou du politique a commencé avec la désobéissance civile. C'est des choses que j'observais moi, sur lesquelles Sandra avait travaillé auparavant, et on s'était mis d'accord sur ce travail. Et puis chaque livre prend un certain temps d'écriture, et c'est un temps qui a été finalement, dont je peux dire qu'il est béni, parce que pendant le temps où on écrit, les événements du monde alimentent notre réflexion en permanence. Bon, ça, j'oserais pas le dire. Bon, en tout cas, ça nous permet, quand on fait une hypothèse, de voir si elle est, disons, validée ou invalidée par des événements dans le monde. Donc en général,
des choses qu'on a pu, des quelques propositions qu'on a pu énoncer, elles ont été finalement vérifiées dans le monde. Bon, ça, on ne va pas trop le dire. Donc la première chose, c'est la démocratie, la désobéissance civile. Et pendant qu'on écrivait la désobéissance civile, sont arrivées les occupations de place. Et donc, on est passé de l'observation des mouvements de désobéissance civile à l'observation des mouvements d'occupation de place. Et ça a pris 4 ans avant qu'on dise mais qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à la masse de livres qui étaient publiés sur cette question. Et en 4 ans, finalement, on a trouvé quelque chose à dire. Et puis, dans ces 4 années, où encore une fois, les propositions qu'on avait été soit validées, soit invalidées par les événements, parce que de 2011 à 2014, à peu près, il y avait des occupations tous les 3 mois, quelque part dans le monde. Donc on pouvait voir si ce qu'on proposait comme analyse, qui était une analyse globale du phénomène des occupations, c'est une analyse universelle, une analyse qui ne tenait pas compte des frontières. Donc on prenait à la fois ce qui se passait en Chine, en Russie, au Chili, au Québec, en Tunisie, en Égypte, au Kenya, à Ouagadougou. Voilà. Il y a un flot ininterrompu d'occupations qui ont eu lieu. Et donc voilà, ça nous permettait de tester nos analyses. Et ce qui est arrivé pendant qu'on travaillait sur, en gros, sur l'occupation centrale qui a été l'occupation de Madrid, est né le phénomène Podemos. Et donc, la chose qui est venue alimenter notre réflexion pour ce dernier ouvrage, c'est la création de ce que moi j'appelle des partis mouvementistes. Donc, Podemos, Syriza, mais les Cinque Stelle aussi en Italie. Et comme on dit dans le livre, d'ailleurs, on avait une série de propositions qui visaient à dire, en gros, si nos analyses ne sont pas trop fausses, la forme parti mouvementiste va se substituer à la forme parti traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a une forme obsolète, les vieux partis traditionnels, qui sont en train de dépérir, ça va prendre un certain temps, mais il y a une forme alternative qui est en train de se mettre en place, qui joue sur le même terrain de la représentation, mais sur une modalité qui est entre guillemets démocratique. Et c'est plutôt l'analyse de la structuration de ces mouvements en parties, mais en parties qui sont des partis horizontaux et pas verticaux, et donc l'ensemble de la structuration de ces nouvelles formes de partis de nature horizontale et pas verticale. Et curieusement, donc le livre aussi, on a pris un certain temps pour l'écrire, et puis il s'est arrêté, l'écriture du livre s'est arrêtée au moment où la campagne électorale, la dernière campagne électorale française a commencé. Alors comme vous ne le savez peut-être pas, mais les éditeurs ne publient pas de livres pendant la période des campagnes électorales parce qu'ils ne vendent pas de livres pendant les campagnes électorales, à part quelques ouvrages qui servent à alimenter la campagne. Et donc les éditeurs ne publient pas ce qu'ils appellent des ouvrages de fond, donc nous sommes rangés dans la catégorie ouvrages de fond. Et donc le livre était fini en janvier, et on a dû attendre septembre pour... alors donc il y a, comme on l'explique dans le bouquin, il y a une certaine angoisse de se dire mais est-ce que ce qu'on a écrit dans le livre va se traduire, est-ce qu'on va être démenti par les faits, et du coup on devra jeter le livre au panier après l'élection. Et évidemment, comme le travail consistait surtout à regarder la forme parti-mouvement, donc la forme mouvement contre la forme parti, quelle n'a pas été notre surprise de voir que en fait, c'est un mouvement qui a gagné les élections, le mouvement la France en marche, la République en marche, et qu'à côté, il y a un autre mouvement qui n'était pas un parti, qui s'appelait la France Insoumise, qui a fait aussi une bonne figuration, disons, en politique. Et donc l'hypothèse qu'on avait émise avant les élections, et moi je dois dire, j'étais très inquiet, parce que la question centrale pour moi était de savoir est-ce que les Français voteraient pour des inconnus. On dit que les Français sont légitimistes, que bon, enfin, la science politique nous abreuve de plein d'idées sur ce que les Français font quand ils votent. Alors pour être un peu polémique, je peux dire, je crois qu'ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent, mais sauf qu'ils parlent, mais je crois que leurs outils d'analyse sont complètement déphasés avec disons, la manière d'analyser le résultat des élections qu'ils ont, avec les catégories qu'ils utilisent, la science politique en général, me semble complètement à côté de la plaque, et dans l'incapacité de comprendre ce que c'est que l'émergence de ces partis mouvementistes qui essaient de produire une forme horizontale de gouvernance dans les partis contre des formes verticales. Et que la science politique est très très attachée à la verticalité.
Et voilà, donc on disait ça, et évidemment, si c'est François Fillon qui avait gagné, l'ensemble de nos hypothèses seraient tombées à l'eau. Mais voilà, c'est Macron qui a gagné, et derrière, il y avait un gros Mélenchon qui était là, et ce sont deux mouvements et pas des partis. Depuis lors, vous voyez aucune nouvelle force politique qui se propose à nos suffrages ne se présente sous la forme d'un parti. Alors, en fait, les formes nouvelles, genre ce que fait Benoît Hamon, ce que font d'autres, mais ce qu'on voit autour de nous en Europe, ce sont des mouvements. Ils ne s'appellent jamais des partis, mais des mouvements. Et ceux qui ont un petit peu suivi les dernières élections en Italie savent que c'est un mouvement qui est né il y a 9 ans, qui, dans une première élection, a remporté à la surprise générale 25% des voix des électeurs, et qui est actuellement le premier parti d'Italie, qui est à 32%, et qui est un mouvement et qui s'appelle un non-parti, avec un non-leader et sans programme. Donc c'est exactement la suite des analyses qu'on avait proposées, qui s'est pour l'instant avéré être juste. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les anciens partis n'existent pas, on les voit tous les jours qui œuvrent. Le cas de la France est intéressant, puisque à la fois on a quelque chose qui détient le pouvoir exécutif, et bon, malheureusement il faut le dire, le Parlement croupion qui va avec l'exécutif en France, de la Ve République. Donc on a le sentiment qu'il y a le parti du président. Je rappelle que dans tous les commentaires, on nomme la République En Marche le parti de la République En Marche, avec un chef de parti, Castaner, avec le parti du président, alors que les statuts de cette organisation ne sont pas des statuts de parti politique, mais de mouvement. C'est un mouvement. Et c'est bien cette incapacité des commentateurs à prendre au sérieux le statut d'un mouvement. Et c'est la même chose qui se produit avec la France Insoumise, parce qu'on dit, bon, c'est le parti de Mélenchon. Et donc Mélenchon fixe la ligne, et c'est lui, voilà, et c'est simplement une sorte de tropisme français à considérer que quand il y a un chef, alors tout le monde s'aligne derrière le chef. Et cette grande incapacité française, particulièrement française, de ne pas comprendre ce que c'est que l'horizontalité. Et en fait, les médias, les commentateurs, et là je vais revenir sur le texte que je voulais dire, sont dans l'incapacité. Enfin, c'est une chose que j'observe tous les matins. Vous verrez, le terme mouvement ne peut jamais apparaître dans la presse, il n'y aura que le mot parti, et les statuts de ces choses qui sont données partis sont des mouvements. Et leur organisation ne correspond pas du tout au type parti. Voilà. Donc je reviens au texte que je voulais lire, enfin je ne vais pas le lire, et qui revient sur la question du populisme. Et donc on disait, est-ce que c'est un symptôme? Alors c'est certainement pas, de notre point de vue, un symptôme de ce qu'on appelle la crise de la démocratie représentative, mais plutôt c'est un symptôme de la confusion qui règne parmi les professionnels de la politique qui ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà de quoi le mot populisme, ou l'usage du mot populisme, nous semble être le symptôme. Alors comme Sandra a inventé cette excellente définition de notre travail, en fait on n'a pas cherché, comme on l'a dit au début, à prédéfinir ce qu'était que le populisme et à dire est-ce que cette définition théorique que nous allons faire du populisme correspond à quelque chose que nous trouvons dans la société. Par contre, ce qu'on a observé, c'est l'usage du terme populisme et, comme il s'était dit tout à l'heure, un usage totalement indifférencié qui nommait tout et n'importe quoi populisme. Et c'était quelque chose qui nous a aussi considérablement irrités. Et là, donc, on ne cherche pas à comprendre ou à donner une définition du populisme, mais à dire quel est l'usage de ce terme actuellement dans le discours politique. À quoi ça sert ce terme, étant entendu qu'il nomme des choses que tout esprit raisonnable ne pourrait pas nommer avec la même étiquette. Donc Viktor Orban, Donald Trump, Mélenchon, les Tikosele, Syriza, l'extrême gauche, je ne sais pas, je pense que bon, beaucoup de mouvements tombent sous cette étiquette-là. La chose la plus terrible, c'est aux dernières élections italiennes, donc, qui ont eu lieu le 4 mars, un grand politiste français spécialiste de l'Italie a eu cette phrase qui est
à mon sens, totalement incroyable, enfin, qui traduit bien cette indifférenciation, qui a dit il y a actuellement 4 partis qui se font concurrence, enfin qui sont en compétition électorale en Italie, et les 4 sont des 4 partis populistes. Et parmi ces, dans le cas, il y avait le populisme gouvernemental de Matteo Renzi, le populisme de droite qui était la Ligue du Nord, ou la Ligue, le populisme des 5 Stelle, qui sont un mouvement qu'on ne comprend pas, et le populisme de Berlusconi. Et donc on se retrouve comme s'il n'y avait plus qu'une seule étiquette possible à affecter à la politique, qui est populiste. Tout le monde est devenu populiste. Et c'est une sorte de syndrome, une sorte de maladie, pour moi c'est une sorte de maladie conceptuelle. J'arrive pas à comprendre que des gens sensés, raisonnables, qui ont fait des études, qui ont même été à Sciences Po, puissent nommer de la même manière des choses qui sont totalement antinomiques. C'est quelque chose comme si on appelait un arbre un poisson, enfin il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien et qui était, pendant qu'on écrivait le bouquin, de plus en plus irritant, parce que de plus en plus le mot était utilisé pour nommer cette chose-là. Donc s'il y a un symptôme, ce n'est pas le symptôme de la crise de la démocratie représentative. En gros, la démocratie représentative n'a pas besoin de ça pour être en crise. Elle est en crise, c'est une affaire entendue. Mais le populisme n'est pas le symptôme de la crise. Le populisme, c'est le symptôme de la confusion mentale des commentateurs. Ils ne comprennent pas, ils sont dans l'incapacité de comprendre ce qu'ils sont en train de voir et qu'ils n'arrivent même pas à voir tellement ils sont dans l'incapacité de le voir. Donc s'il y avait un symptôme, c'est plutôt celui-là que je voudrais pointer. Et il y a d'une part la confusion, je vais juste y revenir sur la confusion avant de passer la parole à Sandra parce qu'on se laisse entraîner par la parole. La première chose, c'est avant la confusion, il y a la peur. Il y a une sorte de peur de voir des électeurs ne plus suivre du tout des directions de parti. Et c'est là, cette peur, elle est à la fois celle des dirigeants de partis politiques, des personnes qui pensent la politique en termes de il y a un leader, il y a une organisation, et les gens sont là pour nous élire et puis se taire après. Cette forme de politique-là, cette forme de démocratie représentative, en fait, elle a vécu, on peut le dire comme ça, elle a vécu, ce n'est plus cette forme-là qu'on observe aujourd'hui. Un certain nombre de manifestations très claires en attestent. Pourquoi la forme parti a-t-elle disparu? Simplement, considérer cette chose qui est devenue naturelle, mais qui au fond est l'acte de décès du parti, c'est les primaires. Dans un parti politique, lorsqu'on ne sait plus quel dirigeant, quelle ligne on a, on fait des primaires. Donc, mais alors, on trouve que c'est très très démocratique, les primaires, puisque c'est les adhérents ou... Alors, au début c'était les adhérents, puis après, aux dernières élections, c'était n'importe qui pouvait voter pour dire quel va être le représentant de la droite ou de la gauche aux élections. Comment ne pas voir là un acte de décès de ce qu'était un parti, c'est-à-dire avec un leader qui avait une organisation autour de lui et qui imposait, et qui formait l'opinion à suivre le programme que ce parti se donnait. Là, finalement, à la fois et le programme et le leader doivent être définis à l'extérieur du parti par les adhérents ou par les citoyens en général. Voilà, comment considérer qu'un parti existe encore lorsque la décision centrale, celle d'avoir un programme et un chef, ne dépend plus du parti lui-même? C'est quelque chose qui est assez, bon, à mon sens, encore une fois, qui signe l'arrêt de mort. Il n'y a pas simplement ça, il y a aussi la question des adhésions, le fait de ne plus faire payer les adhérents. La France en marche, il ne faut pas payer pour adhérer, on clique, il n'y a pas de mal à ça. Mais en tout cas, ce que Ségolène Royal a fait à un moment en faisant baisser les adhésions au Parti Socialiste à 10 €, ou ce que Jeremy Corbyn a fait en Angleterre en faisant à 5 pounds l'adhésion, et qui lui a permis de faire rentrer 500 000 jeunes dans le parti et d'être élu. Énormément de signes nous montrent que les partis sont tellement peu confiants en eux-mêmes qu'ils ont complètement modifié les règles de fonctionnement. Il y a d'autres phénomènes aussi, je ne sais pas si vous les remarquez, mais enfin moi il me frappe. Par exemple, la définition d'un programme, elle est en fait déléguée à des think tanks maintenant. Elle ne se fait plus à l'intérieur du parti, c'est
chaque parti a un groupe d'experts qui est extérieur au parti, qui produit des idées, et le parti, en fonction de, disons aussi, de l'attrait sondagier que les programmes qui sont produits par les think tanks manifestent, vont régler leur programme sur ce qu'on leur dit, qui leur permettra d'attraper des électeurs. Et ça, tous les partis ont à peu près cette chose-là, mais les partis, il y a une 25aine d'années, un quart de siècle, en fait, la production d'idées, elle était à l'intérieur, c'est les militants, c'est les adhérents qui discutaient. De la même manière, mais ce sera le dernier indice, il est assez étrange, vous avez certainement constaté que le Parti Socialiste n'a pas pu tenir congrès ou université d'été récemment. Ça veut dire qu'il n'y a même plus un souci de manifester le fait qu'on a quelque chose à se dire ensemble. Je ne rentre pas dans l'ensemble d'autres choses qu'on peut connaître concernant le fonctionnement interne des partis et la fuite, on peut appeler ça comme ça, la fuite des cerveaux des partis. S'il n'y a plus de matière grise dans un parti, on se demande à quoi le parti sert. En fait, on le sait, ça sert à distribuer des postes. Or ça, il y a une question là qui est à la fois de démocratie et à la fois de désolation et de manque d'attractivité. Simplement, il n'est plus du tout intéressant, sauf pour des apparatchiks ou des gens qui cherchent des postes, de rentrer dans des partis. Et c'est précisément ce phénomène-là, je pense, que pointe la création des partis mouvementistes. C'est dans les partis mouvementistes, en fait, ils ont la propension, la manière d'agir consiste à dire ce que Macron ou Mélenchon, mais les Cinque Stelle avant, et Syriza et Podemos, c'est de dire c'est aux adhérents de discuter ensemble et de produire collectivement une plateforme de revendication qu'on va défendre, et puis on va présenter ça aux électeurs. La démarche qui consiste, alors après, j'espère qu'on pourra discuter de la validité de cette thèse en France par rapport à d'autres pays où il y a un système de représentation proportionnelle. Mais là, vous l'avez vu et vous le voyez, et même ce que fait Macron pour l'Europe, c'est de dire d'abord les citoyens, on fait des plateformes, on discute partout dans le pays, et on fait remonter l'ensemble des avis des citoyens, et après, on va pouvoir produire une plateforme qui sera la production des citoyens. Ce ne sera jamais la production du sommet, mais toujours... Alors, après, on peut discuter. La question n'est pas de savoir si concrètement... enfin, on a cette capacité, en tant qu'académique, de dire on peut suspendre... La forme, elle est déjà très importante. Le fait qu'on dise ça n'est pas dire « suivez-moi ». Hein. Donc, suivez-moi, c'est Marine Le Pen. Hein. Comme disait Philippot, ce qu'il y a bien au Front National, c'est qu'il y a un chef et qu'il n'y a pas de personne qui dit autre chose que ce que dit le chef. Mais dans tous les autres partis, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est d'abord aux citoyens de s'exprimer, et puis on va ramasser et on va faire ça. Bon. Que les choses fonctionnent autrement après est pour nous un autre problème, parce que la forme qu'on donne à une action, elle est bon, elle est importante, elle prime et elle n'est pas vide, même si dans les faits, on va trouver quelques défauts d'application. Il faut le dire comme ça. Donc au-delà de la confusion que l'usage du terme populisme pour qualifier toutes sortes de mouvements, enfin, avec la confusion aussi, il y a aussi ce sentiment d'une peur de ne pas comprendre un monde politique dans lequel ce sont les citoyens qui ont pris le pouvoir contre les directions. Et ça, il y a quelque chose d'assez effrayant. Et souvent, le terme populisme est employé pour des mouvements qui réclament cette chose-là, c'est-à-dire qui affichent que leur projet est de ne pas entendre des directions, mais de laisser la parole aux citoyens qui vont la mettre en ordre pour l'imposer à des directions. Et c'est un changement de monde. Encore une fois, je dis, il n'est pas arrivé aujourd'hui. Encore, il y a toutes sortes de manifestations qu'on peut observer où ça se produit. Mais la question de la peur des dirigeants, de ne pas être entendus par des troupes qui seraient au-dessous d'elles, la peur aussi de beaucoup, Sandra aime beaucoup ce thème, la peur de beaucoup d'intellectuels de ne pas du tout être écoutés. C'est une parole qui ne sert plus à former l'opinion, mais que l'opinion se forme elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de mettre à penser, et quelque chose qui est assez effrayant pour les intellectuels, pour les dirigeants de partis, pour les commentateurs politiques,
qui aiment bien venir tous les soirs à la télévision et nous dire ce qui se passe, mais dont la parole ne prend pas du tout sur ce que les gens croient. C'est-à-dire qu'il y a cet écart absolument incroyable qui n'est pas simplement un abîme entre d'un côté les professionnels de la politique et de l'autre côté les citoyens. C'est simplement que les professionnels s'aperçoivent que leur parole ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'elle n'a prise sur rien. Donc il y a une sorte de peur parce qu'on se dit mais comment une société peut fonctionner si on n'écoute pas les élites? Ça, c'est le premier effet. Et donc, le mot populisme sert à disqualifier les gens qui disent ça. Vous êtes populiste, ça veut dire vous êtes contre les élites. Et en gros, ça revient exactement à peu près à ça, le plus souvent. C'est vous êtes contre les gens qui gouvernent de façon rationnelle. Et donc, vous allez laisser la parole à des peuples qui sont des peuples passionnels, qui ne réfléchissent pas, qui sont totalement ingérables et qui vont nous mettre dans le chaos. Et c'est ça la peur qui est exprimée quand on dit que quelque chose est populiste. Et ça s'applique effectivement aux gens d'extrême droite, aux gens d'extrême gauche, mais à toute forme de contestation d'un type de consensus dans lequel les professionnels de la politique sont assez comme un poisson dans son bocal, et qui connaissent bien. Et en fait, c'est la peur d'un changement de monde en fait, qui est exprimée par là. Alors ça, c'est la première chose. Alors, je vais revenir juste sur la confusion et montrer à quel point cette idée de... Enfin, l'usage du terme populisme pour disqualifier toutes sortes de programmes qui remettent en cause une sorte de consensus. Moi, je veux bien croire que c'est une sorte de consensus qui s'est établi après la Seconde Guerre mondiale, dans lequel nous vivons actuellement. Donc, c'est un monde qui est peu différencié entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne. Enfin, c'est une espèce d'équilibre qui a eu lieu jusqu'à présent. Sur fond, il faut le rappeler, mais on n'a pas vraiment le temps, sur fond, bien sûr, d'une croissance économique très très forte, c'est un grand enrichissement de nos démocraties, et qui ont amené ce que des sociologues ont pu nommer la moyennisation de la société, c'est-à-dire une grosse classe moyenne. Et donc, puisqu'il y a une grosse classe moyenne, on va avoir un programme unique pour une classe moyenne, et puis les extrêmes, ça, vraiment, on n'en parle pas parce que c'est résiduel et ça va disparaître, puisqu'on est tous dans ce mouvement d'enrichissement global. Et c'est en fait ce consensus-là, avec l'ensemble des institutions, vous pouvez ramener l'Europe là-dedans, vous pouvez ramener la mondialisation. Donc tout ce qui va contester l'Europe, la mondialisation, la moyennisation, c'est du populisme. C'est toute parole qui dira il y a un problème, vous savez, les classes moyennes, ça n'existe pas. Ah, populisme. Il y a un problème, l'Europe ne fonctionne pas bien. Ah, populisme. Il y a un problème, la mondialisation met des gens dans le malheur. Ah, populisme. Donc, vous voyez, il y a toute une série de choses qui, finalement, ramenées à une entité, on essaie de faire ce travail-là, c'est au fond ça, toute parole qui va remettre en cause le consensus post-Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui affectée du disqualificatif, ce qu'on appelle le disqualificatif de populisme. Donc, pour terminer mon petit propos, je vais donc citer les 7 points qui permettent l'affectation du disqualificatif de populisme. Donc le premier, c'est le sentiment anti-européen. Encore une fois, l'élection la plus récente, c'est l'élection en Italie. Le grand truc, c'est, comme les Cinque Stelle ont gagné, c'est l'Europe qui est en crise. Alors qu'en fait, si on a les personnes qui disent ça avaient été regarder le programme de ce mouvement, il n'est absolument pas dit ni que ces gens allaient sortir de l'euro, ni qu'ils remettaient en cause l'Europe. À aucun moment, dans les termes du contrat qui est proposé, il y a ça. Donc c'est une pure invention de dire que, puisque c'est un parti qui n'a pas de leader et qui est le parti des citoyens, donc c'est qui va être contre l'Europe. Donc la première chose, c'est immédiatement, dès que quelque chose ressent le sentiment anti-européen, c'est populiste. Mais là, quand on dit ça, on s'interdit de penser que l'Europe ne va pas bien. C'est quand même une vérité première que de dire que les institutions européennes ne fonctionnent pas très très bien et qu'il n'y a rien d'antidémocratique à dire que les institutions dans lesquelles nous fonctionnons ne nous conviennent pas, il faut les changer. Alors, ce qui est très étrange, c'est que les gens s'arc-boutent, les anciens partis horizontaux, verticaux, s'arc-boutent sur l'idée que si on remet en cause le consensus européen, on est vraiment dans une panade incroyable où on veut faire tout exploser. Mais personne n'a jamais dit ça. On a dit, voilà, on est dans un cadre démocratique européen. Est-ce que les citoyens européens,
ça a beaucoup de difficultés. Est-ce que les citoyens européens peuvent dire ce système ne nous convient pas, comme par exemple le système français ne nous convient pas, le système italien, voilà, on est dedans, et c'est comme si on était exclu en tant que citoyen européen du fait qu'on puisse se prononcer sur l'Europe, c'est que ça c'est les technocrates européens qui ont le droit d'en parler, les citoyens n'ont pas du tout. Bon, donc, le citoyen anti-européen. Le deuxième point, on en a déjà parlé, c'est la contestation des élites de pouvoir, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Dès qu'un parti peut dire les gens qui nous gouvernent ne nous gouvernent pas bien, ce qui peut être une vérité, alors c'est une attaque contre les élites, et donc c'est ce peuple passionnel et irrationnel qui va venir aux affaires, mettre le chaos pour tout détruire, et c'est impossible, parce que ce peuple c'est un peuple d'imbéciles, et les imbéciles sont faits pour être gouvernés par les élites. Et donc, dès qu'il y a la moindre once d'idées que les citoyens pourraient avoir des idées raisonnables pour changer la situation, voilà, tombe dans l'étiquette populisme. Le troisième, c'est le rejet de l'euro. Encore une fois, dès que des populistes viennent, c'est la monnaie unique qui va en prendre pour son grade, parce que les gens veulent sortir de là. Mais il n'y a pas de preuve du tout qu'aucun des pays qui participent à l'euro veuille sortir de l'euro. D'ailleurs, quand on regarde de près, et en France on est bien placé pour voir l'évolution du Front National là-dessus, en gros c'est totalement anti-populaire que de dire qu'on veut sortir de l'euro. En fait, les Européens sont très contents de l'euro. Bon, bref. Mais peu importe, dès que quelqu'un dit le système ne fonctionne pas très bien, parce qu'il est déséquilibré, parce qu'il donne trop au néolibéralisme, on va dire ça comme ça, alors c'est vous voulez casser l'euro, qui était la seule chose qui nous retenait d'avoir, sinon c'est la guerre. Bon. Alors, le quatrième point, mais vous voyez là, au quatrième point, on va un petit peu changer de thème, mais c'est pour revenir à ce qui a été dit au début, c'est-à-dire c'est sous l'étiquette, se mettre plein de choses, et il y a une sorte de confusion absolument incroyable. Le quatrième point, c'est bien sûr le rejet de l'étranger, la haine de l'étranger. Et donc, il y a énormément de partis qui sont nommés populistes, mais qui sont simplement anti-immigrés, qui sont xénophobes, qui sont islamophobes, simplement. On va dire, puisqu'ils ont cette haine de l'étranger, alors ce sont des mouvements populistes. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de rapport entre ce genre de mouvement populiste-là, qui existe, hein, il est hors de question de dire que ça n'existe pas, mais pourquoi ne pas les nommer des xénophobes, des islamophobes, des gens qui détestent les étrangers et qui veulent simplement faire la guerre à des populations qui n'aiment pas ou les mettre à la porte. Bon, le cinquième point, c'est quand un programme politique ou une idée politique défend un souverainisme absolu et très sourcilleux. C'est-à-dire, je veux ma souveraineté, je veux garder ma souveraineté. Alors, évidemment, il y a le Brexit, mais il y a l'ensemble des gens qui demandent, par exemple, de refermer des frontières, donc je sais pas, les Catalans, les Flamands, enfin énormément de gens qui ont une idée très sourcilleuse et très absolue du souverainisme, et ceux-là aussi, ils ont le droit à l'étiquette populiste. Et encore une fois, on ne voit pas le rapport entre ce souverainisme, c'est une demande de refermer les frontières, et les autres arguments qu'on peut donner. Mais en tout cas, la confusion de l'étiquette populisme ne parvient pas à isoler ce thème-là des autres. C'est surtout ça que à titre personnel, je trouve dommageable, parce que ça ne permet pas d'avoir un bon débat politique sur les idées qui sont défendues. Quand on dit vous êtes populiste et qu'on ne sait pas si c'est parce que vous voulez faire la révolution ou parce que vous voulez tuer des étrangers, c'est embarrassant. Donc autant savoir que des souverainistes qui sont nommés populistes sont des souverainistes ou des gens qui haïssent les étrangers et qui ont des politiques délibérées de vider les pays d'étrangers qu'ils n'aiment pas. Le sixième point, c'est la remise en cause de l'état de droit. Et donc, par remise en cause de l'état de droit, j'entends là les vrais mouvements fascistes qui existent en Pologne, en Hongrie, mais dans d'autres pays encore, où la tentation fasciste est extrêmement forte. Elle est très minoritaire, donc je ne veux pas en faire non plus, mais c'est quelque chose qui existe. Ça veut dire ce sont des populistes, c'est ne pas dire ce sont des fascistes. C'est-à-dire que le populisme, en lui-même, ne dit pas
on va remettre en cause l'état de droit, mais quand on voit des gens qui disent on veut détruire, on veut mettre la magistrature on veut arrêter la séparation des pouvoirs, on veut ne pas être contrôlé par une Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, l'ensemble de ces choses qu'on observe, hein, c'était une des raisons du Brexit, hein, le Brexit c'était se soustraire à la Cour européenne des droits de l'homme. En disant, là aussi le thème du souverainisme était là, c'est-à-dire les Anglais font la loi pour eux-mêmes et c'est pas Bruxelles qui va nous dire comment on fait bien ou pas bien, en particulier par cette Cour de justice européenne, les deux cours de justice européennes. Un des grands arguments, outre le fait de ne pas permettre la libre circulation des Européens en Angleterre, c'était se soustraire aux deux cours de justice européennes. Mais disons que l'Angleterre a une bonne tradition démocratique, mais pour les cas de la Pologne, les cas de la Hongrie, les cas de la Slovaquie, la tentation fasciste, la pure tentation fasciste existe, et c'est dommage de ne pas la nommer. Or, on ne la nomme pas quand on dit ce sont des populistes. Ou en tout cas, on noie d'une certaine manière ce que ces gens défendent comme argument. Et enfin, et j'en finis là, le dernier, c'est pour voir où est la confusion globale. C'est toute entité, toute organisation politique qui remet en cause ou qui défend un projet politique alternatif ou un projet économique alternatif, c'est contre le capitalisme ou contre la propriété privée ou un autre modèle de société, c'est un système de démocratie réelle comme certains partis horizontaux défendent, ou un autre modèle de développement, l'écologie, on va dire c'est des populistes. Et là, on voit bien le sommet de la confusion, c'est comment est-ce qu'on peut mettre sous la même étiquette des gens qui ont un discours fasciste, disons, qui sont contre les droits des personnes, et des mouvements qui réclament une extension des droits des personnes en termes d'écologie, en termes de démocratie économique, en termes de démocratie sociale. Et donc là, aussi, c'est vrai que Syriza, Podemos, la France Insoumise sont des populistes, mais à dire populiste, on ne discrimine pas du tout, on n'annonce pas quel est le programme. Et donc c'est la question de la confusion pour moi que je trouve être délicate, parce que c'est vrai qu'on se plaint du fait que le monde politique, disons, s'est mis à l'écart des citoyens. Pour le dire vraiment comme ça, c'est que le monde politique s'est mis à l'écart des citoyens et que les citoyens n'y trouvent plus grand intérêt. Il est possible que si on remettait la discussion des idées directrices, de ces 7 idées directrices-là, eh bien, on aurait moins de confusion dans le débat, les gens diraient qu'il y a des enjeux concrets et réels qu'il faut affronter et ne pas masquer avec cette étiquette fourre-tout qui est celle du populisme. Voilà. Je vais ajouter quelques mots sur cette étiquette, justement, et comment on en est venu à centrer la discussion sur cette notion, puisque ce qui nous a intéressés, donc Bernard a dit, c'est la façon dont le qualificatif ou disqualificatif, puisque c'est vrai que c'est plutôt un terme qu'on entend de façon critique, et c'est peut-être la première question qu'on pourrait se poser, bien sûr, c'est pourquoi est-ce qu'on va considérer que le populisme va être une sorte d'injure. Et peut-être qu'il faut justement, à partir de là, essayer de voir, alors soit comment réhabiliter le qualificatif, soit essayer vraiment de le remplacer par autre chose. L'idée de le réhabiliter, et on en parlait tout à l'heure, avec l'idée, par exemple, de retourner le stigmate, comme on l'a fait avec différents qualificatifs qui étaient longtemps considérés comme injurieux et qu'on a essayé de neutraliser ou de positiver, ça pourrait être une solution. Mais je crois que c'est peut-être un peu difficile, on en parlera, mais je crois que la notion de populisme a été justement utilisée de façon non seulement injurieuse, mais aussi extrêmement perverse, puisqu'elle a servi, notamment, je crois qu'on peut le dire, prenant cet exemple récent, donc celui du président Macron, qui évidemment s'est positionné et a tiré vraiment son autorité du fait à la fois de rejeter et même d'apparaître comme un rempart contre une forme de populisme d'extrême droite, donc évidemment par contraste ça a eu un succès complètement disproportionné, et puis de l'autre côté considérant que des positions vraiment très à gauche, comme celle de la France Insoumise, étaient également extrêmes
et donc populiste. Donc vous voyez que finalement une forme de pouvoir conformiste et centriste se positionne et se consolide par non seulement le rejet du populisme, hein, ça a dit, mais aussi cette façon de dire que finalement il y a des extrêmes qui se rejoignent, et cette idée des extrêmes qui se rejoignent, eh bien, va se traduire par donc la critique du populisme et le fait d'utiliser le terme pour deux choses complètement différentes, puisque c'est vrai qu'il y a des formes de critique de la démocratie, et c'est celle qui nous intéresse depuis longtemps, c'est des critiques internes de la démocratie qui demandent plus de démocratie et qui critiquent la démocratie parce qu'elle ne donne pas assez de pouvoir aux citoyens. Et ça, c'est un mouvement très, très, très profond, hein, et qui s'est exprimé en effet sous diverses formes plus ou moins réussies durant la période de l'élection présidentielle. Donc il y a ce mouvement de critique de la démocratie qui veut plus de démocratie, et puis il y a un mouvement que Albert a évoqué, hein, c'est massif et diffus en Europe, qui va être au contraire un rejet de la démocratie, avec une volonté de la part de dirigeants totalitaires qui vont réduire les libertés individuelles, donc des éruptions racistes de profondeur de l'étranger, les élucubrations des tenants du grand remplacement, donc tout un ensemble de discours réactionnaires, donc qui vont être aussi une critique de la démocratie, parce qu'ils considèrent qu'effectivement il ne faut pas laisser le peuple faire n'importe quoi, et donc qui vont aussi relever du populisme. Et donc vous voyez, là on est arrivé à une certaine confusion qu'on a vraiment essayé de clarifier, mais ce qui rend cette confusion difficile à éliminer, hein, je crois qu'on s'en aperçoit de plus en plus, et c'est pour ça que je crois que c'est pas du tout évident de retourner le stigmate et d'arriver à une vision positive du populisme, c'est que chacun de nous, en fait, même quand on est très démocrate, chacun de nous a parfois une propension à l'antidémocratie. C'est vrai que par exemple, quand Trump a été élu, eh bien, il y a énormément de gens, y compris des gens comme nous, qui ont considéré que vraiment les gens qui avaient voté pour lui étaient des imbéciles, et que c'était quand même assez grave qu'on laisse le pouvoir à toutes ces personnes. Et bon, je crois qu'on pourrait rappeler à ce propos que Trump n'a pas eu une véritable majorité, hein, que y a pas, tout le monde a, si on prend vraiment le vote individuel, hein, il n'a pas eu une majorité des voix, c'est le système qu'il a eu, mais surtout maintenant il y a effectivement toutes sortes d'oppositions, de mouvements quand même contre lui. Mais vous voyez, on se trouve très souvent en contradiction, et on parlait du Brexit, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se trouve très souvent en contradiction, puisque parfois on a nous-mêmes une tendance en fait à considérer que donc le peuple va agir d'une façon qu'on ne comprend pas. C'est vrai que nous-mêmes, certainement, on est nombreux ici à ne pas comprendre aussi les gens qui vont voter pour le Front National, qui ont été quand même très nombreux malgré tout aux dernières élections. Donc, comment est-ce qu'on peut à la fois penser que le pouvoir doit être au peuple et puis penser aussi que le peuple fait n'importe quoi. Et donc je crois que là, il y a vraiment une réflexion à avoir, et le fait juste d'appeler tout populisme, évidemment, c'est quelque chose qui empêche d'avoir cette réflexion. Ça empêche d'avoir cette réflexion, et du coup on pourrait se demander aussi, hein, c'est là-dessus d'ailleurs qu'on avait pris notre point de départ, c'est pourquoi effectivement on va considérer que le populiste, c'est pas bien. C'est vrai que c'est très bizarre, hein, je reviens un peu au point de départ, mais par exemple, est-ce qu'on dirait que le mouvement, je sais pas, l'abbé Pierre en 54, pour dire quelque chose que tout le monde aime, est-ce qu'on dirait que c'est populiste? Et pourtant, c'était vraiment une attention au peuple, c'était un mouvement très, très général, donc il y avait, maintenant on l'appellerait populiste si on ne l'aimait pas, quoi. Donc Coluche, le restaurant du cœur, même le mouvement de Gandhi, après tout, on pourrait dire que c'est populiste. Donc pourquoi est-ce qu'on ne nommerait pas ça populiste maintenant, hein? C'est vrai que cette qualification, elle sonne faux. Et pourquoi? Parce que de toute façon, le mot populiste a été effectivement
dégradée et associée à une vision, en effet, inférieure, en quelque sorte, donc une version dégradée du peuple. On parle de, comme quand on parle de dégradé, pas seulement moralement, mais un mode de fonctionnement dégradé. Donc, je crois que dès lors qu'on parle de populisme, du coup, c'est vrai que c'est toujours en fait pour suggérer que le peuple n'est pas réellement compétent. Et même quand on parle de populisme de gauche, hein, ça c'est l'analyse qu'on fait dans le livre, hein, on ne va pas s'étendre là-dessus, là. Mais de fait, souvent, les penseurs qui revendiquent un populisme de gauche, c'est pas pour dire que le peuple a raison, c'est pour dire qu'il y a des grands leaders de gauche géniaux qui vont guider le peuple. Et donc, c'est pas non plus forcément une façon d'avoir une très haute idée du peuple. Donc, vous voyez, le qualificatif de populisme traduit en fait peut-être un manque de respect, quoi qu'il arrive, hein, donc de gauche ou de droite, un manque de respect de la capacité du peuple, et de fait, on n'a peut-être pas encore suffisamment de réflexion sur cette capacité des citoyens à exercer le pouvoir. Alors, c'est une capacité qui apparaît vraiment un peu partout, hein. Elle apparaît dans les mobilisations locales, dans les, lorsque il y a des actions des citoyens pour, par exemple, défendre l'environnement, donc de façon, dans telle ou telle situation, pour défendre, évidemment, pour les zones à défendre aussi, comme il y a eu à Notre-Dame-des-Landes, elle s'exprime aussi dans tout ce qui s'appelle société civile, c'est-à-dire vraiment le peuple, donc des citoyens qui vont être mobilisés pour défendre des droits, pour défendre leurs propres intérêts. Et donc je crois que c'est ça, c'est cette puissance démocratique des actions directes dans la société qui là peut permettre en fait de répondre à l'accusation de populisme, hein, et c'est de cette façon, alors ce qu'on appelle empowerment, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant, de fait il faut vraiment arriver à lui redonner un sens, hein, puisque c'est vrai que c'est quand même très bizarre que le terme populiste soit injurieux, alors que le mot populaire, par exemple, reste relativement positif. C'est vrai que les gens, ils aiment bien populaire, hein, au lycée, les jeunes aiment être populaires. Quand on dit que Macron est populaire, c'est censément dire que, voilà, que c'est une bonne chose. Donc, moi-même, je suis beaucoup intéressée à la culture populaire, au cinéma, aux séries télévisées, et populaire, dans ce cas-là, voulant dire accessible à un très large public, et donc quelque chose de positif. Donc, il faut avoir peut-être cette positivité de populaire qui va, en fait, dans la direction de cette capacité des citoyens à décider de leur sort, et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler plutôt que donc de se focaliser sur les différentes critiques du populisme. Je voudrais revenir aussi, juste pour terminer, pour un peu lancer le débat, c'est vrai qu'on a eu l'impression que pendant ces élections, eh bien, il y a eu toutes sortes de mouvements qui se sont mis en marche ou donc, qui se sont développés hors des partis, et il est clair que les partis représentaient vraiment cette dimension de la démocratie qui ne marchait pas, ce côté non représentatif. Et donc, il y a eu ce rejet des partis qui a eu, malgré tout, un effet très positif, ne serait-ce que celui de faire entrer François Ruffin à l'Assemblée, mais bon, en tout cas, un rejet des notables de la politique. Je crois que ça a été une très bonne chose. Après, de fait, mis à part donc quelques exceptions et des fortes personnalités, de fait, cette assemblée qui a été élue, qui aurait pu être une représentation positive du populisme, qu'est-ce qu'elle est? Elle est en fait une assemblée qui est complètement aux ordres finalement d'un gouvernement. C'est-à-dire qu'on est maintenant, c'est un peu là-dessus que vous voulez quand même faire un petit signal d'alarme, on est dans une assemblée qui apparemment est extrêmement démocratique puisqu'elle est partie en fait de la base et qui en réalité se retrouve vraiment au service d'un pouvoir, donc ne jouant pas du tout son rôle de pouvoir défenseur de la démocratie, hein, puisqu'ils se demandent même pourquoi il faudrait voter, puisque de toute façon ils sont toujours d'accord. Et donc s'il n'y a pas donc, ce pouvoir institutionnel, là, démocratique, je crois que là il y a aussi quelque chose peut-être qui est assez dangereux, et évidemment c'est quand même très curieux qu'on parle de société civile à propos de cette assemblée, alors que de fait la société civile, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement être
sorti de nulle part, hein, mais c'est surtout se battre en fait pour les droits et l'égalité. C'est ça en fait cette définition de la société civile. Et donc peut-être qu'un moyen donc, de réhabiliter le populisme au sens du pouvoir du peuple, hein, en fait, parce que c'est quand même ça la démocratie, le sens propre de démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc c'est pour ça qu'elle est, à la fois qu'on en attend beaucoup, qu'elle est contestée, et que très souvent aussi, effectivement, elle va être dévoyée parce que certains vont attribuer au peuple leurs propres idées. Donc si on revient au sens propre de la démocratie, ça veut dire justement combattre l'antidémocratie qui est peut-être en chacun de nous, même si elle est très présente, plus présente chez certains, et donc essayer de comprendre en fait qu'est-ce que c'est vraiment qu'une société, qu'une vraie société civile, c'est-à-dire que c'est peut-être de la société civile plus que de la notion de peuple que l'on peut tirer peut-être une nouvelle conception de la démocratie comme réellement forte et comme réellement donc pouvoir du peuple. Voilà. Merci. Donc, après toutes ces idées qui ont été là proposées, je suppose qu'il y aura des questions. Oui? Le micro. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention, pour la clarté de votre discours. Moi, pendant que vous causiez, il m'est venu quelque chose en tête, alors je vous le livre comme ça, et je repars de deux exemples que vous avez donnés. Reprenons l'exemple du Front National et de Marine Le Pen, qu'on qualifie de populiste, et l'exemple que vous citiez à un extrême, l'abbé Pierre, qu'on pourrait aussi qualifier de populiste. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est est-ce que dans le cas du Front National et du discours de Marine Le Pen, est-ce que le fait de taxer Marine Le Pen de populiste, est-ce que ce n'est pas non plus parce que lui colle aussi l'étiquette de démagogue? Donc, est-ce que le populisme n'est pas aussi quelque chose qui fait écho à la démagogie? On sait très bien qu'elle surfe sur les peurs, elle surfe sur les attentats, elle surfe sur la misère, elle surfe sur plein de choses. Et donc, moi j'ai l'impression que souvent, quand on entend parler de populisme, en tout cas ça fait tout de suite écho. Ce qui fait écho, c'est démagogie, et c'est flatter les bas instincts. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est à la fois une question et un constat, mais est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Je commence, puis je te laisse continuer. Oui, je suis très contente que vous posiez cette question, parce que c'est vraiment ce qui est au cœur des critiques du populisme. On va toujours dire que quelqu'un est populiste, alors on va dire d'un homme, d'une femme, en l'occurrence la politique, c'est que finalement il va cultiver, exciter des passions extrêmement basses, des bas instincts, comme vous dites. Et de fait, il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais qui en dit beaucoup plus sur la personne qui flatte les bas instincts que sur le peuple lui-même. Parce que si on dit que, si on accuse un populiste de cultiver les bas instincts du peuple, ça suppose finalement qu'on a aussi soi-même un mépris pour le peuple. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut arriver aussi à éliminer ou à contrôler, hein, puisque finalement il n'y a pas plus de raison de penser qu'il y a des bas instincts dans le peuple que de penser qu'il y en a chez vous, etc. Ou alors, s'il y en a, il faut vraiment arriver à le démontrer. Et je crois que dès qu'on a cette accusation de populisme, on va se retrouver en effet face à cette hypothèse-là. Après, c'est vrai que je suis malgré tout d'accord avec le fait qu'il faut s'adresser à ce qu'il y a de plus élevé en fait. Donc on peut plutôt lui parler des bas instincts du peuple, on peut plutôt se dire que la démocratie elle doit s'adresser à ce qu'il y a de plus élevé, sans essayer de se demander s'il y a ce qu'il y a de plus bas. Par exemple, l'abbé Pierre, pourquoi est-ce qu'effectivement on serait gêné d'appeler ça populiste? Parce qu'il s'adressait à ce qu'il y avait de meilleur
chez les gens. Pourquoi est-ce qu'on était un peu plus heureux que quand Obama a été élu, alors que quand c'est Trump qui a été élu, alors que c'est quand même toujours pas forcément les mêmes électeurs, mais c'était le peuple américain, parce qu'Obama s'adressait effectivement à cette volonté d'être meilleur à chacun. Donc, de fait, je pense que dans l'idée du populaire, dans l'idée de la démocratie, il y a l'idée de s'adresser à ce qu'il y a de meilleur chez les personnes, mais c'est pas parce qu'il y a le meilleur qu'il faut aussi penser qu'il y a des bas instincts qui seraient à mobiliser. Je crois que là, c'est peut-être une impression. Enfin, c'est quelque chose qu'on pense facilement, hein, mais je pense que c'est quelque chose sur quoi il faut peut-être réfléchir quand on a ce réflexe, le réflexe de cette accusation. Mais je ne sais pas si Albert pense peut-être qu'il y a des bas instincts. Hein. Non, moi je partage à 172% la position de Sandra. Et c'est un des arguments qu'on donne pour dire qu'il n'y a pas de populisme de gauche, parce que l'idée c'est la suivante: il faut réfléchir concrètement, pratiquement, empiriquement à cette propension que nous avons à considérer que le peuple a des bas instincts. Nous ne sommes pas preneurs de cette idée-là, nous considérons qu'elle demande à être réfléchie, et que dès qu'on se sert du terme populisme, c'est pour dire ça, c'est pour dire qu'il y a un peuple, que le peuple a des bas instincts et qu'il est incapable de raison. Et que ce soit à droite et à gauche. Ça, c'était l'argument pour il n'y a pas de populisme de gauche, c'est que quand même un leader populiste de gauche va dire le peuple c'est un ramassis d'imbéciles qui a des bas instincts, si on lui donne une bonne direction en flattant ses bas instincts, eh bien on aura une société qui nous convient mieux. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir quelle est la société qui convient aux gens? C'est plutôt ça notre question. Et l'utilisation du populisme, en implicitement faisant penser qu'il y a des bas instincts, qu'il y a de l'irrationalité dans le peuple, exclut le peuple de toute capacité politique. Notre position depuis longtemps elle est de dire que le peuple a une capacité politique pleine et entière et qu'il mérite d'avoir la responsabilité des affaires publiques. Cette chose, elle est totalement iconoclaste. Nos meilleurs amis sont contre nous, ils trouvent qu'on c'est complètement fou, qu'on est délirant. Et c'est ouvrir cette question qui nous intéresse. Alors après, on peut la alors, je ne vais pas trop mobiliser la parole. Donc c'est l'analyse qu'on fait actuellement sur ce que Sandra a rappelé, la société civile. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'une analyse beaucoup plus fine, empirique de ce que c'est que la société civile. Parce que comme le populisme, le mot société civile cache quelque chose de la capacité politique des citoyens, qu'on ne dit pas, qu'on ne met pas en avant, comme si c'était une sorte de tare ou quelque chose. J'évoquais la peur des bien-pensants tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose de ce type-là, qu'on ne regarde pas la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Les dirigeants, les politistes, beaucoup de commentateurs qui sont... voilà. Alors, juste pour le mot démagogie, je suis absolument d'accord que c'est tout à fait lié. Mais encore une fois, la démagogie, le problème c'est à peu près, ça rentre dans les 7 catégories que j'ai nommées. C'est-à-dire que dans chacune de ces catégories, quelqu'un qui va dire quelque chose va être taxé d'être démagogique. Bon. Mais en gros, le mot populisme a remplacé le mot démagogie. Ça serait intéressant, parce qu'il y a de la démagogie. C'est-à-dire qu'on pourrait montrer qu'un discours est sciemment trompeur. Alors, par exemple, ça s'est posé dans le cas du Brexit, où en plus les dirigeants, donc Farage et Johnson, ont dit on vous a trompé délibérément, on vous a dit quelque chose qui était faux délibérément dès le lendemain, le soir de l'élection. Bon, je ne vais pas rentrer sur Donald Trump, mais bon, on pourrait montrer, mais on ne fait pas, en disant populisme, on ne regarde pas, on ne fait pas attention, et le fact-checking n'est pas vraiment quelque chose qui correspond à ça, à vraiment des gens qui délibérément sont des démagogues. Je crois qu'il y a une deuxième après. Oui, alors, oui, moi aussi je vous remercie de toute cette stimulation intellectuelle et politique que vous nous donnez. D'abord, en passant quand même, à propos des bas instincts, je voudrais signaler quand même que quand la valeur principale des pouvoirs, là, c'est l'argent, le fric, le profit, qui ose parler de bas instincts ailleurs. Bon. Mais ma question, c'est sur celle-ci. Monsieur Vogien, vous avez utilisé une définition
solution provisoire ou une tentative, le populisme, ce serait ce qui est contre les élites, quelque chose comme ça, quoi. Alors, moi, c'est le terme de élite qui me fait réagir beaucoup. Je ne sais pas ce que ça désigne. Comment désigner autrement ce que certains, et vous, provisoirement, à l'occasion, désignez par élite. Alors, est-ce que c'est les couches dominantes? Est-ce que c'est les notables? Est-ce que c'est les pouvoirs? Parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit au total, c'est le pouvoir. Est-ce que c'est la bourgeoisie, selon le vocabulaire que nous connaissons bien, et la petite bourgeoisie? Alors, est-ce que ce n'est pas une réalité insuffisamment étudiée, hein, d'autant plus qu'elle est autodéfinie et qu'elle se glisse dans toutes sortes de discours? Par exemple, un vulgaire « nous », quand vous dites les choses que nous jugeons bonnes pour la société. Hein, voilà. Bon, donc est-ce qu'il n'y a pas là une réalité largement méconnue, en particulier parce que nous qui sommes dans des professions intellectuelles, qui essayons de survoler un peu la mêlée pour de comprendre les choses, etc., nous n'avons pas tellement envie finalement de savoir à qui nous sommes associés. Non, mais alors, dans l'usage que j'ai fait, enfin, j'aurais dû mettre comme les Américains, des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et la question d'ailleurs de la société civile telle que nous la travaillons aujourd'hui vise effectivement à soit mettre de côté, en tout cas comprendre quelles sont les forces politiques vives d'une nation, on va dire comme ça. Et le mot élite n'est pas dans mon vocabulaire. Mais quand je le dis, c'est simple, c'est comme populisme. Ce sont les personnes qui se qualifient elles-mêmes d'élite qui disent on ne va pas laisser le peuple gouverner contre les élites. Donc, c'est une sorte de locution journalistique, on dit peuple contre les élites. Voilà. Encore une fois, l'analyse qu'on essaie de faire maintenant, enfin, c'est pas du tout un terme que je partage, que je n'utilise pas de nouveau. Et qui demande, comme vous le dites, absolument un travail très très fin de compréhension. Et je vais dire un truc qui, pour un peu fâcher aussi les gens de gauche, dans le populisme de gauche, il y a une préférence qui est marquée pour les fractions les plus désavantagées, les plus favorisées de la société comme étant, elles, le vrai peuple. Et je dois dire, et c'est des débats que je peux avoir avec des étudiants ou que je peux avoir avec des publics, je n'arrive pas à comprendre pourquoi des avocats, des médecins, des architectes ne seraient pas des gens arrangés dans le peuple. Par exemple, c'était la critique que la France Insoumise a faite aux nouveaux élus de la France En Marche, mais je le prends comme un cas empirique, hein, c'est pas pour rentrer dans une polémique. De dire, ah oui, mais ces gens-là, c'est soit des managers, soit des entrepreneurs, soit des avocats, des médecins, des architectes, ou des gens qui sont CSP+++++, et de fait n'appartiendraient pas au peuple. Mais je pose la question de savoir pourquoi ces gens n'appartiendraient pas au peuple, en quoi. Et donc il y a une analyse, je pense, dans le bouquin, qui a été le début de cette analyse de la société civile, qui consiste à dire qu'en fait, la représentation qu'on a à gauche d'avoir une défense des plus défavorisés, comme étant l'axe central de ce que serait le populisme de gauche, n'est pas justifié même empiriquement, parce que les occupations, tous les mouvements qu'on voit se développer, des collectifs de revendication en matière environnementale, en matière urbaine, en matière de travail, d'économie, c'est des profs, c'est des avocats. Si ces gens n'avaient pas mis leurs compétences au service d'une lutte contre ce que, je parle capitalisme, ce que l'avidité financière fait aujourd'hui, ces mouvements n'existeraient pas comme ils sont. C'est-à-dire que ça veut dire une chose aussi très très simple que j'essaie de dire, que je défends constamment, ça veut dire que l'intelligence sociale, elle n'est plus dans les partis politiques alors qu'elle y était il y a un quart de siècle, et qu'elle est en dehors des partis politiques. Tous les gens, on peut prendre le cas du Parti communiste français par exemple, qui était un ramassis de toutes les professions intellectuelles
un ramassis, une assemblée noble de toutes les grandes professions intellectuelles, tous les grands intellectuels étaient là, tous les gens qui ont pensé à un monde nouveau, les architectes, les médecins, comment faire une médecine populaire, comment faire une architecture pour le peuple, tous ces gens-là étaient là, ils sont tous partis. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un ramassis d'apparatchiks dans les partis politiques. Mais est-ce qu'ils se sont évaporés, tous ces gens qui faisaient la pensée dans les partis? Non, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent pour eux-mêmes dans des associations, dans des collectifs, et on ne prend jamais en considération le fait que les ONG, les associations, les collectifs, les partis mouvementistes sont en fait la matière grise du mouvement social, mais en dehors des partis. Et donc, moi je pense vraiment aux ZAD, où une grosse partie du travail a été fait par des avocats, des architectes, des techniciens, des agronomes, pour montrer contre les experts de l'État que les erreurs que l'État commettait lui-même, puisque l'État, comme vous le savez, s'assied délibérément sur les lois, se met en illégalité constante, et s'ils ont été ramenés à la loi, c'est parce que des avocats, parce que des architectes, parce que des médecins ont montré, alors j'enlève le cas des lanceurs d'alerte, mais dans tous les mouvements, dans tous ces collectifs qui luttent sur des points bien particuliers, je ne vois pas pourquoi on exclurait ces professions intellectuelles de la notion de peuple. C'est ça qu'il faut écouter juste. Voilà. Donc ça demande un beau boulot qu'on est en train de faire un petit peu. Voilà. Oui, mais là, ce que vous dites, ce que vous dites là, je voudrais réagir quand même là, parce que ce que vous dites là, c'est qu'il y a des élites de droite, des élites de gauche, et donc non, j'ai enlevé le mot élite. Vous dites au Parti communiste, il y avait quand même des députés qui étaient des députés ouvriers. À Amiens, le député d'Amiens, Maxime Gremel, c'était quelqu'un qui avait travaillé à Baléo. Hein, donc là maintenant, dans ces mouvements, et là vous parlez de la France insoumise, pas de la France insoumise, du mouvement Macron, hein, en réalité c'est le réseau Strauss-Kahn qui était derrière. Hein, il n'est pas arrivé comme ça d'un seul coup. C'est compliqué, je vous assure que c'est très très compliqué de ramener. Il a recyclé combien de députés socialistes? Je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'on a défendu l'Assemblée Macron comme étant populaire. D'abord, on passe notre temps à les assassiner, donc la question elle n'est pas comme ça. La question elle est. C'est pour ça que je disais la forme elle est importante. Il est important de noter, mis à part les aléas de la campagne électorale qui ont fait que Macron a gagné, alors que c'était 0% de chance qu'il avait. Il a gagné, donc du coup, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que tous les apparatchiks, tous les gens avides de poste l'ont rejoint au moment où ils ont vu que finalement les vents tournaient. Alors après, donc là, après, c'est des choses plus fines, mais trouver 500 députés, c'est pas si simple. Et quand on les veut non encartés, c'était au début, hein, mais peu importe, je ne veux pas rentrer dans cette chose-là. Je n'accepte pas l'idée d'élite, donc c'est pas une élite de gauche, une élite de droite, c'est pas ça. Mon problème est de savoir qui sont les porteurs aujourd'hui d'une pensée politique qui veut organiser les problèmes publics de notre pays ou des pays, donc les citoyens en général. Donc il faut avoir une analyse fine de ce que c'est que la citoyenneté et la capacité politique des citoyens. Et donc je n'accepte pas le terme d'élite. Merci, bonsoir. J'ai vécu une dizaine d'années en Grande-Bretagne et je ne peux pas m'empêcher de comparer les deux situations, française et anglaise. Alors j'ai l'impression, en France, il y a ce besoin d'abstraction, ce désir de s'abstraire du réel. Pour prendre une métaphore, j'ai l'impression que je vois des gens qui sont en lévitation, vous savez, ne pas y toucher. Voilà. Alors en Angleterre, je ne voyais pas les choses comme ceci, et puis je vais vous donner 3 petits exemples. La liberté en Angleterre, c'est pas du tout Jean-Paul Sartre. Hein. La liberté, c'est habeas corpus. Quand on parle ordinairement, c'est habeas corpus, c'est-à-dire ne pas. Ce sont des mesures concrètes pour ne pas que d'autres personnes, des autres êtres humains, s'imposent à vous. Hein. Ensuite. Bon, alors ça c'est une phrase anglaise, je la traduis. Quand des Anglais ont un problème, ils forment un comité. Et alors vous avez soulevé le mot de chef. Hein. Et alors ça c'est moi qui l'ai rajouté après. Je dis, les Français quand ils ont un problème de mémoire,
ils élisent un chef ou ils choisissent un chef. Et je fais un peu le parallèle avec le populisme comme ça. Et puis alors, je vais citer cette phrase d'Orwell à la fin, c'est, alors là, la traduire, ça passe mal, hein, c'est le common decency of the ordinary people, of the ordinary man. Alors, je ne sais pas comment traduire, la décence habituelle, ordinaire de l'homme de la rue, mais ça traduit très très mal. Voilà, alors c'était pour montrer le côté, vous êtes cette énorme, moi je vois ça comme un chasme énorme entre culture anglaise et culture française. Voilà. Quand même des pouvoirs et des responsables en Angleterre, mais de fait en France on a un régime qui est extrêmement présidentiel, on a une constitution différente et c'est vrai qu'on a en effet cette verticalité qui a été aussi remise à l'honneur encore plus par Macron. Après, je ne sais pas si l'Angleterre est vraiment un modèle de pouvoir de l'homme ordinaire. Je crois qu'il y a eu une réflexion théorique très forte en Angleterre autour de cela, mais pas forcément quelque chose qui s'est traduit au plan politique. Mais je ne sais pas. Excusez-moi, la prochaine question, on ne va plus répondre si c'est toujours un homme qui pose la question. Une vraie assemblée démocratique, c'est une assemblée qui donne la parole de sexe. C'est ce qu'il y a partout, dans tous les mouvements. Pas désigner. Non, donc la prochaine personne, préparez-vous, en tout cas, pendant que Albert répond, on se laisse un peu de temps, vous allez préparez-vous, mais de toute façon, il faut que ce soit. Il faut que le monsieur attende son. Oui, non, je voulais juste dire. Non, pas la parité, mais la mixité. Il y a une différence dans les régimes politiques et qui se traduit. Enfin, je vais faire ça très très court. En fait, la Ve République est une espèce de cimetière de la démocratie. Et cette idée du chef, d'ailleurs, elle est vraiment très très illustrée par ce qui arrive à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, indépendamment de ce que lui aurait voulu faire, le fait de se retrouver président de la République, ça lui donne la charge de faire tout ce que les autres présidents de la République ont fait, c'est-à-dire d'être le chef de tout. C'est-à-dire que tout remonte à lui. Mais cette idée de tout remonte à lui, pour moi, c'est ce qui a ruiné la démocratie en France, au sens où il n'y a aucune initiative locale qui vraiment, très sérieusement, a réussi à s'imposer, sauf dans des cas très extrêmes, comme le NLF ou ACT UP, par exemple, dans des actions, ce que j'appelle des actions politiques autonomes des citoyens. Il y en a très très peu. Les associations sont souvent phagocytées par les mairies, tout ça. Enfin bon, c'est pour moi un champ déplorable, et c'est la grande différence qu'il y a entre... Bon, d'abord, c'est un système qui n'est pas proportionnel, donc de toute façon, qui écrase complètement les différences, qui oblige les gens à choisir un camp ou un autre, et qui oblige à choisir un chef ou un autre. Et c'est exactement dans ce malheur-là qu'on est aujourd'hui. C'est pas, comme disait Perfit, le malheur français. Le malheur français, c'est l'absence totale de démocratie, l'écrasement des initiatives locales. Et donc la différence qu'il y a avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, c'est que les gens prennent leurs affaires en main et qu'on les bloque pas à chaque fois. Et alors, ce que vous dites, alors, je ne sais pas si c'est un peu une folie que de penser ça, je crois que c'est ce que les jeunes gens font aujourd'hui en France aussi. C'est-à-dire que, et ça s'est vu à Nuit debout, mais ça se voit dans d'autres endroits, c'est-à-dire la haine du chef. C'est-à-dire que quand on a un mouvement aujourd'hui, on ne peut pas désigner un chef. Et c'est une véritable chose qu'on avait analysé dans le bouquin précédent. On disait, pour les jeunes générations, il y a un problème, c'est qu'ils ont une aversion pour les pouvoirs. Et c'est compliqué d'imaginer de la politique avec une aversion pour le pouvoir, pour la position du chef. Et vous pouvez voir, toutes les grandes occupations, vous n'avez aucun Che Guevara, aucun Daniel Cohn-Bendit qui est sorti. Et en 68, à chaque fois, à chaque point de rue, il y avait un leader qui était là. Et là, c'est une aversion, on peut appeler ça comme ça, une aversion pour le chef. Et il y a un heurt, pour moi, entre des mouvements qui réclament une grande horizontalité, des mouvements au sens où les gens, les citoyens demandent ça, mais sont engagés dans des partis qui sont menés par des chefs. Macron et Mélenchon. Et alors qu'en fait, les gens qui sont en dessous souffrent beaucoup de ça, mais curieusement, ils sont pris dans les raies d'un système institutionnel qui force à ça. Et tant qu'on n'aura pas ouvert un peu les mailles et fait de la représentation
laisser l'initiative aux gens, ne pas écraser toujours en disant il y a la stabilité, faites attention, si vous dites quelque chose contre le chef, ça va se retourner contre nous, c'est pas bon. Ce qui fait que par exemple le Parlement, qui normalement, comme dit Sandra, aurait dû être sur une base élue, sur une base, c'est la société civile qui arrive, donc, est dans une situation absolument incroyable, où il n'y a aucune opposition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche le Parlement d'aller contre le gouvernement? Rien. Le gouvernement ne tombera pas demain, il n'y a pas d'opposition. Donc on a écrit ça très souvent, vous êtes dans une position incroyable, vous pouvez enfin changer le système français de l'intérieur, vous êtes contre le gouvernement, vous verrez, il n'arrivera à rien. C'est à vous de prendre le pouvoir maintenant. Et bien, ils sont incapables, ça y est, bon, en gros, ils sont incapables, ils ont été phagocytés, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la débandade de la République en marche, mais peu importe, ce qu'on voit, c'est la revendication du même système. Il y a le chef qui a dit, et il faut défendre le président. Je vais poser une question. Est-ce que... Non, laissez le micro à une dame d'abord, et donc... elle ne remontera jamais. De toute façon, on sait que dans une assemblée mixte, c'est sinon, il n'y a que les hommes qui prennent la parole si on institue ce genre de règles. Mais je vais faire l'apologie de la lutte de classe, alors ça ne va pas trop aller avec. C'est pas grave, et après on redonne tout de suite à monsieur. Donc je pense que quand même la notion de peuple existe et que les classes dominantes ne soient pas incluses dans le peuple me paraît, pour ex-68 encore d'actualité. Mais la question, elle est de savoir... La question... Pourquoi elle est importante, cette question? Moi, je suis d'accord avec vous. C'est parce que... Il faut... Non, mais parce que la question, elle est la suivante. Quand on parle d'un système... Vous pouvez accepter ou pas ce distinguo que je fais. Quand on passe d'une société qui est organisée sur un système de capitalisme industriel et patrimonial à un système de capitalisme financier, il y a de grandes chances pour que les classes sociales, l'organisation des sociétés telles qu'on les connaissait en termes nationaux, ait disparu. Ça veut dire la lutte des classes. Alors, c'est Michel Rocard qui disait ça, moi j'ai toujours beaucoup apprécié cette phrase, en disant ça va être très très compliqué la lutte des classes lorsque le taux de salaire horaire au Vietnam est de 1 euro alors que chez nous il est de 15. Et quand les frontières sont ouvertes, quand le capital peut s'investir là où il veut, c'est ça la grande réussite du capital financier, outre la spéculation, c'est la liberté de circulation des capitaux. La liberté de circulation des capitaux, ça met en concurrence l'ouvrier, où est-ce qu'on est ici? d'Amiens, François Ruffin, avec celui au Vietnam. Quand vous êtes dans un système comme ça demande qu'on revoie un peu l'idée de classe dominante et l'idée de lutte de classe. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que ça n'existe pas, c'est que il faut. C'est trop simple de dire des classes dominantes et des classes dominées. Voilà. Et c'est tout. Donc c'est un appel à comprendre les sociétés dans lesquelles on est et ne pas, c'est mon point de vue, ne pas suivre de vieilles idées qui n'ont pas prise sur la réalité concrète d'aujourd'hui. Donc elles existent, il y a des classes dominantes. Le problème, c'est qu'au niveau national, c'est beaucoup plus compliqué parce que les classes dominantes, elles sont devenues internationales. Elles se sont délocalisées complètement. Et c'est un vrai problème pour la lutte de classe parce qu'on n'arrive pas à attraper nationalement. Alors je sais, et j'accepte assez bien. Oui, tu as le droit. Besançon, il dit toujours, vous dites que le capital c'est mondialisé. Moi, je vous donne les 60 noms et voilà, c'est pas aussi difficile que ça. Je voulais juste expliciter un peu ce que tu disais quand tu disais qu'il y avait dans les mouvements et ce qui nourrissait la démocratie, pas seulement effectivement les plus pauvres, les plus défavorisés, mais aussi toute une couche éduquée. Et il faut bien se dire aussi qu'aujourd'hui on est dans un monde où les personnes sont très massivement beaucoup plus éduquées qu'avant, et donc qu'il y a tout un ensemble de personnes, mais que je ne mettrai pas chez les dominants de toute façon non plus, qui participent en fait à la vie démocratique. Et quand on parle des élites ou des classes dominantes, c'est vraiment une classe extrêmement favorisée et qui surtout se considère comme ayant toutes les compétences politiques parce qu'ayant réussi socialement. Et je crois que ça, c'est ça en fait qu'on essaie de critiquer aussi. Ah oui, monsieur. Et après, parlez-vous pour la prochaine. Bon,
Bon, une petite remarque, une question. Une petite remarque, c'était, je crois qu'il ne faut pas confondre peuple, en effet, et représentation nationale, parce qu'en fait, dans l'exemple que vous donniez, la représentation nationale n'est absolument pas conforme. L'Assemblée nationale n'est pas une représentation nationale en termes de catégorie sociale, ça c'est une réalité. Alors en effet, la notion de peuple est une notion qui en plus je pense est un peu mouvante, c'est-à-dire que peuple c'est un petit peu ce qui se retrouve ensemble et qui va dans un même sens, et donc il peut y avoir des catégories sociales très différentes. Et en plus, c'est vrai que s'il n'y a pas un minimum d'éducation, il est difficile de prendre un peu de prendre position, de défendre des choses et de se mettre en avant. Donc ça, c'est clair qu'il y aura de toute façon une représentation, jamais une représentation du peuple à l'égal de la représentation catégorielle, des catégories sociales. Bon, mais moi j'avais une autre question, surtout au départ, c'est la notion de peuple et de populisme. Enfin, on n'est pas revenu non plus sur les étymologies et sur quand a été abordé, quand est apparu la première fois le terme de populisme. Et c'est un mot qui a été repris. Moi, si j'ai bon souvenir, il y avait un mouvement artistique qui montrait, qui décrivait, et qui s'intéressait au peuple et qui décrivait le peuple. Donc, il y a une dérive complète du terme. Elle a été utilisée de manière politique en dérivant complètement. De même qu'on voit beaucoup de mots être réutilisés au niveau politique et qui n'ont rien à voir avec la réalité des mots. Il y a un changement systématique du contenu des termes pour essayer de les dériver ou de rendre bénéfique, donner un aspect bénéfique à ce qu'il n'était pas ou vice-versa. Moi, je prends un autre exemple qu'on entend tous les jours, qui est celui de investisseurs. On entend à la bourse sans arrêt les investisseurs. Quelle notion d'investisseur quand on a des gens qui spéculent à la nanoseconde? Est-ce qu'on fait un investissement ou est-ce qu'on fait simplement de la spéculation et du vol? Mais on leur donne le grand mot d'investisseur. Mais on va trouver ça un petit peu partout. Et quand on ne veut pas changer la situation de quelqu'un, on lui donne un beau titre, mais on le laisse dans sa merde. Très bien. Merci. Voilà. Donc le régime du mot populiste. Non, mais de toute façon, nous, on a, Sandra et moi, comme habitude de prendre les termes dans leurs usages ordinaires et actuels. Donc en gros, on n'a pas un grand amour pour l'étymologie. Mais donc moi je retiens la vôtre. Notre idée étant que les mots changent complètement de contenu au fil du temps, et donc on les prend aujourd'hui. Donc par exemple, le mot populisme, on le prend dans son usage actuel. Mais par contre, il me semble que le populisme en politique, c'est un parti en Amérique en 1880, c'est la première. Si, il y a une seconde étymologie, je m'excuse, hein, c'est le narodniki, c'est-à-dire c'est les populistes russes, aussi dans les années 1880. Et ça, c'est les deux premières apparitions du mot populisme, des partis populistes, du terme populiste pour singulariser une portion de la population qui a des revendications particulières. Donc le narodniki, c'était ça, c'était les paysans russes et tout ce qui s'opposait au tsar, disons, à l'époque. Et pareillement aux États-Unis, je pense qu'il y avait un mouvement qui était paysan, qui s'appelait populiste. Voilà, je crois que dans l'étymologie, je pense que c'est ça. Mais après, je n'en dirai rien parce que je considère qu'effectivement les mots sont faits pour vivre et qu'autant les prendre aujourd'hui pour ce qu'ils nous disent à nous, au lieu de dire qu'ils sont reliés au passé. Alors peut-être une question. J'en ai une, mais je ne peux pas. Mais il faut prendre une perruque. Je ne sais pas comment on essaie. Non, bon, oui. D'accord. Bonjour, je voulais simplement vous dire que moi j'étais un peu choqué par vos propos. Parce que pour moi la notion de populisme, effectivement, ça renvoyait effectivement aux bas instincts, mais ça renvoyait aussi à autre chose. C'était
des idées qui s'éloignaient de la complexité. Ça veut dire que quand on s'approprie la notion de peuple et qu'on la renvoie à une autre notion, par exemple l'étranger, ça dérive vers le bien contre le mal. Nous, le peuple, on est bon contre les autres, les étrangers qui sont mal. Et ça, c'est le populisme d'extrême droite. Comme son pendant, l'extrême gauche, qui peuvent effectivement dire nous, le peuple, contre l'argent, c'est une notion plus ou moins abstraite, en disant nous, voilà, on représente le bien contre quelque chose qui est le mal, et en justement oubliant tous les concepts un peu plus intellectuels qui forment une pensée, une idée, une idéologie, un dogme. Dans le marxisme, il y a eu Marx et Hegel qui ont écrit des livres, et là on sort quand même de la pensée simpliste. On dénonce quelque chose par une analyse sociologique et philosophique. Le populisme renvoie à des notions un peu plus simples. Bon, voilà. C'est pour ça que je me sentais un peu troublé et un peu choqué. Voilà. Oui. Pour partie, moi je partage tout à fait ce que vous dites, et c'est pas populiste que de dire ça. Après, c'est ce qui nous a choqué et qui a été le point de départ de ce bouquin Antidémocratie, c'était cet usage indifférencié du terme populisme pour qualifier des choses qui sont totalement antinomiques. Nous, on s'est dit, c'est justement pas très intelligent. Donc voilà, ça, sur le fait qu'il y ait confusion, mais j'ai essayé d'expliquer que la confusion, on la plaçait pas dans la définition du terme populisme, parce qu'on pense qu'il n'y a pas de définition. Ou en tout cas, on n'est pas de ceux qui vont donner une définition théorique du populisme, et c'est pour ça qu'on s'est plutôt intéressé à l'usage du mot en politique. Voilà, après, je suis assez d'accord que si, par rapport à cet usage confus du terme, une pensée complexe devrait, disons, faire disparaître le terme populisme en rendant compte de l'ensemble des choses qui constituent le monde duquel on parle. Voilà, je suis pour la pensée complexe et le mot populisme réduit. Ah, j'ai le droit. D'accord. Merci. 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 C'est la puissance. Bon, tout simplement suite à toutes les questions et les réponses que j'ai pu entendre, je finis par me demander si même le mot peuple doit encore être conservé, est-ce qu'il a effectivement un sens? Parce que dans le fond, le mot peuple, c'est soit une notion purement descriptive, soit alors on lui donne une réalité, une entité, pour on sait ce que ça implique. Est-ce qu'il vaut mieux pas remplacer le mot peuple par le mot société civile? Et je rejoindrai dans ce cas-là ce qui a été dit. Société civile, ça implique que des gens sont en relation, des relations qui peuvent être de coopération, qui peuvent être de lutte, de conflit, et qui sont amenés à délibérer. Or, délibérer précisément pour trancher des différends, pour décider d'actions collectives. Et dans ce cas-là, on peut totalement se passer de la notion de peuple. Et je me demande donc si à la fois la critique le populisme lui-même, qui peut faire appel à un peuple un peu magnifié ou un peuple imaginé, de même que la critique, n'est-ce pas, du populisme, qui dans le fond revient à dire mais vous trompez le peuple, vous etc., vous abusez. Dans le fond, est-ce qu'on n'est pas dupes? À ce moment-là, ils ne sont pas tous les deux dupes. Dans le fond, le peuple, ça n'existe pas. Le peuple, qu'est-ce que c'est le peuple? Voilà une question que je me pose. C'est une très bonne question. Je trouve que, c'est pas que ça n'existe pas, mais de fait, c'est un mot qui est extrêmement sensible au contexte, et donc, voilà, ça dépend vraiment de l'usage qui en est fait. Et je crois que c'est très difficile de dire on ne va plus utiliser ce terme, parce que même le mot populiste, qu'on n'aime pas du tout, et dont on a essayé de montrer qu'il n'avait pas de sens, de fait, dans notre livre, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas en fait légiférer sur les usages ordinaires, justement. Les gens ils parlent comme ils veulent, donc Mélenchon il parle de peuple, même Macron il va dire mon peuple, que je trouve insupportable. Bon. En tout cas, c'est un mot qui est quand même utilisé. Donc on peut en effet dire qu'il y a certains usages qui en sont faits, qui ne sont pas clairs, on peut essayer de critiquer, mais la difficulté quand on s'intéresse au langage, c'est qu'à la fois on doit l'analyser et on voit bien comment il est utilisé, mais en même temps on ne peut pas légiférer complètement sur des usages. T'es d'accord? Non, mais oui, bien sûr. Il y a
on discute effectivement cette notion et probablement est-ce qu'on partage l'idée que substantiellement il n'existe pas quelque chose qui pourrait être défini dont les contours seraient précis pour nous dire ceci est un peuple ou pas. Alors il y a dans la vulgate du populisme de gauche l'idée qu'effectivement un peuple c'est-à-dire qu'il faut constituer un peuple dans la lutte. Voilà, donc ça c'est la définition la plus dynamique qu'on peut avoir d'un peuple. Ça c'est les gens qui vont lutter pour leurs droits et ça sera ça le peuple. Après, du point de vue des nationalistes, un peuple c'est défini par des caractéristiques de langue, de couleur de peau, de culture, de territoire partagé. Donc il y a des gens qui sont assez attentifs à dire voilà, il y a un peuple qui a des contours bien précis. Donc entre cette définition d'une entité humaine avec des contours dont on peut faire partie ou pas partie, ce qui est le gros problème du nazisme ou d'un populisme fasciste, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui, du point de vue des leaders, du point de vue de la définition standard d'un peuple, ne rentrent pas dans ce peuple, et s'ils n'y rentrent pas, ils n'ont pas les droits afférents à ce statut-là. Donc je pense au bonarien, c'est comme la meilleure figure, le bonarien d'Adolf Hitler. Donc tout ce qui n'était pas le bonarien, on pouvait être allemand depuis 27 générations, il n'était pas nécessaire d'être juif ou homosexuel ou tzigane pour être exclu du bonariana. Un bon allemand depuis 150 générations pouvait être, s'il était communiste par exemple, c'était pas un bonarien, donc on pouvait le mettre dans un camp, le liquider aussi. Donc cette définition fasciste du peuple, voilà, c'est un extrême. De l'autre, il y a les gens qui se constituent en peuple dans la lutte, c'est l'autre extrême. Et il y a toute une sorte de variation, comme ça au milieu des gens. Alors effectivement, on discute de cette notion-là pour montrer sa variabilité et surtout, voilà, peut-être qu'on radote, mais les mots de la langue sont faits pour être utilisés, donc on s'occupe des usages de la langue et pas du tout du contenu substantiel que ces termes veulent représenter. Voilà, donc une dame, ce sera la dernière question, puisque l'heure, nous allons devoir bientôt terminer pour que nous quittions la salle à 8h30. Et j'en profite pour rappeler que ceux qui souhaitent continuer la réflexion peuvent bien sûr acheter un des ouvrages qui sont mis en vente ici, c'est mis en vente par la librairie, vous avez bien lu Labyrinthe. Voilà, donc bien sûr, Antidémocratie. Vas-y, à toi. Merci, bonsoir, c'est du bien de m'embrasser. Et bien vous évoquez justement la populaire. On a elle se définissait elle-même comme une résistante, elle est décédée maintenant à plus de 90 ans. C'était une érudite forcenée avec un certificat d'études qui a réussi à interpeller localement à la fois les universitaires, mais les gens des quartiers et le libraire qui vous diffuse les livres là aussi. Et elle avait un humour populaire. Qu'est-ce qui a décidé que j'étais moi, tchat Marie-Madeleine Duquesne, le peuple? Elle a écrit toute seule, au tout début des années 90, ce qui est devenu la Massuère, et qu'elle a édité à compte d'auteur dans un premier temps, et qui a été réédité à 2 reprises par la librairie du Labyrinthe, après un gros travail, etc. Mais elle était morte de rire, parce qu'elle voyait défiler chez elle, avec son certificat d'études, une équipe de chercheurs du CNRS. Alors j'ai toute la correspondance, elle me l'a transmise, de l'échange qu'il y avait eu entre ces chercheurs, M. Choran, donc des linguistes, et il y avait des gens qui venaient partout du monde, qui travaillaient sur ce Picard en construction au travers simplement d'un Picard local. Et alors, génial la bonne femme, n'est-ce pas Jean-Michel? Bon, alors, donc, non, mais ce qui est génial là, c'est que même si elle savait accueillir les chercheurs chez elle, elle n'a jamais perdu. On n'a pas eu besoin de lui dire qui elle était, elle le savait parfaitement. Elle n'a jamais douté d'elle-même. Elle conversait avec les personnes du quartier. Et puis bon, elle en a fait chier quelques-uns, mais qu'importe. Elle a même noyé le poisson. Une fois, elle m'a raconté, il y avait une équipe de sociologues qui était venue chez elle pour savoir quel était le vrai cartésien. La bande et les filles sur le poutre, etc., qui travaillaient sur les vieux quartiers populaires, comment ils s'étaient reconvertis et tout. Alors elle était morte de rire. Elle dit, tu sais, je te tire un truc. Mais ils sont venus chez moi, en Picard, Jean-Michel Help, ils sont venus chez moi, et puis j'ai vu, je les ai envoyés à Saint-Germain en leur disant que c'était le vrai Saint-Leu, parce qu'ils me prenaient pour une bête chercheuse.
Alors, il faut arrêter de prendre les petites gens pour des abrutis, vraiment. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur explique qu'ils ne sont pas des abrutis, ils le savent déjà. C'est tout, j'avais juste envie de dire ça. Parce que. Je crois que loin de nous cette idée, par ailleurs, non, mais c'est. Les chercheurs CNRS pour l'élite de la nation. Non, mais c'était génial parce que cette équipe-là, qui était très discrète et qui justement revendiquait rien, ils l'ont invitée, elle, à faire des travaux et l'ont accueillie avec beaucoup de bienveillance. Elle m'a raconté toute l'histoire. Et cet échange, ces ponts qui se sont faits là, ça c'était génial, justement. Il n'y en avait pas elle qui savait à la place de l'autre, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Voilà. Et elle disait dans la correspondance, une des chercheuses anglaises qui était en doctorat à ce moment-là, je prends conscience à vous rencontrer, madame, lui disait-elle, que les vrais dépositaires de l'identité, parce qu'on parle beaucoup d'identité dans ce pays aussi, hein, pour dire qui est... Non, je ne dis pas vous, mais il y a beaucoup... Mais voilà, nous sommes les vrais dépositaires. Vous êtes la vraie, vous, dépositaire de la langue, puisqu'elle construisait un dictionnaire. Couper le micro. Merci. Merci. Une réaction? Non, moi je trouve, enfin, c'est l'idée qu'on défend passionnément, qui est embarrassante parce qu'elle nous met en porte-à-faux avec bien de nos collègues. Effectivement, éventuellement on porte, disons, une sensibilité un peu plus moderne, où il n'y a pas une distinction très très forte entre des gens qui se considèrent être au-dessus du panier et qui viennent voir les gens du bas de la société pour essayer de les faire revivre. Donc nous on considère du point de vue politique qu'il n'y a pas de distinction en termes de capacité politique entre les gens du bas ou les gens du haut. On considère que tout le monde a bien y regardé, tout le monde a une conception de la démocratie et de la politique, et que les temps, ils ont aidé à ce qu'on la laisse s'exprimer. Merci. Je crois qu'il est temps de remercier notre conférencier. Ensuite, je rappelle pour ceux qui souhaitent donc se procurer les ouvrages qui sont mis à disposition ici. Et je rappelle quelles sont nos prochaines activités. Alors le jeudi 17 mai, mais vous devinez, c'est quand même un mois qui vous rappelle quelque chose. Donc nous aurons un débat et un exposé bien sûr autour de mai 68 en province, l'exemple d'Amiens, avec un historien de l'UBJV, Julien Caron, et avec Bruno Pousset, qui est professeur à l'UBJV. Et le jeudi 7 juin, nous retrouverons ces notions-là, puisque nous parlerons, le titre n'est pas encore précisé, des inégalités sociales. Il y aura là Paulette Leclerc, qui est responsable campagne, justice fiscale et inégalité à l'ONG Oxfam France. Donc vous voyez, le 17 mai, le 7 juin. Voilà, écoutez, je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.